Bienvenue dans ce podcast journalier des podcasts de l'Avent. Aujourd'hui, on va parler de la peur. C'est quand même un sujet, un sujet juste après Halloween très intéressant, qui concerne malheureusement beaucoup de chiens. Nous, on est à Paris, en région parisienne, et à Paris plus spécifiquement depuis très très longtemps, même si maintenant c'est un tout petit peu éloigné. Donc du coup, en tant qu'éducateur canin, proche d'une grande ville, la peur, c'est quand Vraiment même quelque chose qu'on voit très quasiment très le souvent. plus. C'est l'un des problèmes qu'on traite le plus. Ça, la réactivité. Ouais. Mais la peur en ville, ouais, c'est vraiment un sujet qui revient assez souvent. Et puis on reparlera de la réactivité, mais la peur, c'est imbriqué aussi dans la réactivité, Oui, parce que souvent quand même la réactivité, c'est par peur. par peur. Donc c'est important de comprendre d'abord la peur avant toute autre chose, en sachant qu'en plus, dans nos sociétés aujourd'hui, je pense que c'est encore plus présent de par des situations dans lesquelles on met des chiens qui à la base n'étaient pas spécialement faits pour. Mm. On aura aussi un podcast sur un peu les tendances de race, etc. Mais c'est sûr que quand on met un border collie en plein Paris, En fait, c'est pas forcément sa place, oui, c'est ça, on fait tu vivre les vois, chiens dans des environnements qui, à la base, sont pas faits pour adapté. eux. Avec la sélection, il y a des chiens en fait qui sont plus ou moins adaptés en fait à la ville. Mm, Il y a plusieurs facteurs qui font qu'un chien peut avoir peur ou pas. On va en parler un peu plus loin dans le podcast. mm. Mais effectivement, Je c'est un pense que sujet la qui... peur, ça revient de plus en plus et ça n'est pas prêt, malheureusement, de s'améliorer. Oui. Je pense qu'il y a de plus en plus de connaissances sur la peur, donc tant mieux. Mais je trouve quand même que les environnements sont de moins en moins un peu adaptés aux chiens Ouais. en ville. Et du coup, par rapport à la peur, qu'est-ce que il y aurait comme conséquence selon toi si jamais tu as un chien qui est peureux et que tu traites pas le sujet? C'est-à-dire que tu continues un peu à vivre comme ça et tout ça. Alors, selon moi, il y a deux problèmes. C'est soit des comportements excessifs de peur, comme par exemple un stress, c'est quand même un stress courant tout le temps. Ouais. Et c'est des comportements qui peuvent être problématiques, des aboiements, ça peut être des destructions, etc. Mais un deuxième point me semble assez important de définir ici, c'est que parfois, et ça je le dis clairement malheureusement pour le chien, les comportements peuvent être éteints, c'est-à-dire ne pas être gênants pour le propriétaire. Quand je dis éteint, c'est dans le sens où le propriétaire ne perçoit pas spécialement qu'il y a un problème. Il n'y a pas de destruction, il n'y a pas d'aboiement, donc les voisins se plaignent pas, et nous, on a notre vie un peu classique, sauf que intérieurement, le chien vit un enfer. Donc ça, c'est important de distinguer l'état émotionnel, donc la peur, et les manifestations de la peur. Parce que c'est quand même des choses un peu différentes. Et malheureusement, quand il n'y a pas ces problèmes vis-à-vis du voisinage ou de la personne, la peur n'est pas traitée. Alors que pourtant, ce dont tu parles justement, c'est un stress courant chez le chien, diminution de la qualité de vie, diminution aussi de l'espérance de vie. Parce qu'un chien qui est constamment stressé, il libère du cortisol, et c'est une hormone qui est tout à fait normale et ok, mais pas dans des proportions dans lesquelles elle peut être parfois quand le chien est peureux. Et puis Et- surtout, dans ce podcast, on va aussi différencier la peur, la phobie et l'anxiété, parce que c'est Du trois coup, choses quand même différentes. est-ce que tu peux nous définir du coup la peur, selon toi? De ce que c'est. Oui, ce que c'est la peur Ouais, de façon générale. ouais, bien sûr. Alors déjà, c'est une réponse totalement normale et adaptative. On imagine que un humain, un chien, un mammifère, un animal, un insecte n'ait pas peur. Eh bien, simplement, il va se faire manger, donc il ne va pas exister très longtemps. Quand tu On dis est obligé. adaptatif, c'est par exemple, tu perçois un danger, Oui, je sais pas moi, un serpent. oui, Si tu fais rien, donc tu t'éloignes pas, enfin, ça libère tout de suite du cortisol. Ok, oui. ça va. Alors, il y a deux types de peur, mais grosso modo, tu as la peur intense qui va passer par l'amygdale. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va te faire réagir ultra vite. Donc, Hum, le but ici, c'est de t'adapter tu cours. et te barrer, grosso modo, d'augmenter la distance entre toi et l'objet de ta peur. Si, je sais pas moi, tu rentres dans une grotte, tu vois un ours, wow, tu flippes, tu t'en vas, et du coup, tu t'es adapté, t'as eu une réponse adaptative
au stress aigu, en fait, à la peur aiguë que tu as eue. Mm. Et du coup, en fait, tu reviens à un état normal quand tu es assez loin de la menace. Donc ça, c'est une réponse qui est totalement normale. Et qui est utile. Et qui est utile à la survie. Et qui est Donc, très utile. avoir peur de certaines choses, en fait, ça peut te permettre de vivre plus longtemps. Complètement. D'ailleurs, quand on va, je sais pas, j'ai n'importe quoi, sur le bord d'une grosse route très fréquentée, on a peur de traverser. Je veux dire, on voit que les voitures vont vite, c'est difficile. Je sors du milieu naturel, mais même en ville, c'est bien d'avoir cette peur. Parce que si on commence à se dire, oh bah, c'est bon, c'est sympa, c'est une petite route sympa, ici je vais commencer à traverser, ben on va peut-être se faire percuter facilement. Donc la peur, c'est utile, c'est même indispensable. Et quand je dis adaptatif, c'est parce que oui, l'individu doit changer quelque chose dans son environnement pour que cette peur disparaisse. Mais cette peur, elle est temporaire. C'est ça. Là où elle est normale, c'est quand, une fois que tu n'es plus exposé à l'ours dans sa grotte ou j'en sais rien, Oui. en fait, quand tu es redevenu, enfin, quand tu as augmenté la distance et que tu es assez revenu loin, à tu l'état, reviens à un état normal, sans peur. Alors, peut-être un peu plus vigilant quelque temps, mais grosso modo, tu vas revenir à un état normal. Tout à fait. Donc ça, et la peur aussi, elle est proportionnelle au danger perçu. C'est-à-dire que si jamais... alors moi, par exemple, j'ai peur des cafards, ok. C'est ridicule, parce qu'en plus, c'est même pas douloureux. Enfin, je veux dire, c'est même pas dangereux. Mais bref, j'ai peur, puis on en reparlera après avec la phobie. Mais voilà, je vois un cafard qui passe, ça me fait peur. Je vois une araignée sur un mur. Je vais pas sauter, brûler ma maison, partir en courant, etc. Normalement, elle doit être proportionnelle. Ça, exactement. Plus une phobie. Si la peur, elle est disproportionnée par rapport au truc qui te fait peur, oui. Là, c'est plus une phobie. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois un cafard ou une mini-araignée. La peur doit être proportionnelle. C'est-à-dire, je vois une araignée, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Dans le pire des cas, elle va me mordre. Honnêtement, je vais peut-être sentir la morsure, je sais pas, allez, une demi-heure, admettons. Je parle pas des migales, évidemment. Bon, ok, je passe à autre chose, je reviens à un état normal. Éventuellement, je l'ai mis dehors, parce que nous, j'avoue, on tue pas les insectes, même si j'aime pas ça, je les tue jamais. Ouais. Je la mets dehors, ou moi, je m'en vais de cette pièce, peu importe. Mais voilà, c'est tout à fait proportionnel. Là où on tombe dans de la phobie, c'est justement par rapport au fait qu'il y a un stimulus identifié, spécifique, donc le cafard, l'araignée, mais c'est un peu irrationnel, la souris. D'ailleurs, on en a eu une... Il y a beaucoup de gens qui ont des hier. Par rapport Hier, on a une souris, c'était hyper mignon. Enfin, c'était mignon. Elle a quand même tout mangé chez nous, mais c'était mignon quand même, elle était quand même mignonne. Mais la phobie, aussi la différence, si tu peux nous en parler par rapport à la durée aussi. Par rapport à la peur qui est temporaire. Une phobie, oui, c'est ça, elle est persistante. Ouais, c'est ça. Elle dure super longtemps par rapport au stimulus que tu subis. C'est-à-dire tu vas voir le cafard, mais tu vas avoir peur de façon disproportionnée très longtemps. La menace. Et tu mets longtemps à revenir à un état normal. Exactement. Et c'est souvent d'ailleurs créé par des associations très fortes. Donc si par exemple, tu as eu très peur. Je donne un exemple. Une petite anecdote de nous en Chine. Donc moi j'ai très peur des cafards depuis longtemps, c'est comme ça, je sais pas, ça me dégoûte, j'ai peur que ça rentre dans mes vêtements, enfin bref, c'est une peur irrationnelle en vrai. Et on va en Chine et dans notre hôtel il y a un cafard. Et donc moi je dis à Abdel, on venait de se taper je sais pas combien d'heures d'avion et tout, je dis à Abdel, moi malheureusement je ne peux pas dormir tant que je sais que le cafard est dans la chambre. Probablement qu'il viendrait même pas me voir, mais donc c'est une phobie, c'est irrationnel, et une expression forte, et je dis désolé, il faut que tu le cherches, il faut que tu l'attrapes, je suis pas forcément pour le tuer, mais il faut qu'il soit plus là. Et on cherche, on est à quatre pattes sous le lit, en train d'essayer de trouver l'endroit, alors on a retrouvé plein d'autres trucs d'ailleurs, et là il me dit attention, et il me jette un petit truc qui tombe dans mon décolleté, enfin entre mes seins quoi. Et là, je hurle, j'enlève mon t-shirt, je sors de la chambre, je vais jusqu'aux ascenseurs, et j'enlève pour que ce truc soit plus dans mes vêtements. C'est vraiment ma peur la plus intense, c'est que ça rentre dans mes vêtements. C'est une peur. Non, je pense que c'était une phobie, parce que dès que je vois un cafard, je suis phobique. En vrai, le cafard, ça va rien me faire. La phobie, c'est le fait que tu puisses pas dormir
Mais dans oui, la c'est ça. salle Moi, je suis phobique quand des tu cafards. sais que potentiellement il y Oui, a un cafard. oui. Mais Bah, quand je je l'ai t'ai vu, mais ça se trouve, il est parti, j'en mais sais quand je rien. t'ai jeté le cafard dessus Ah, mais mon et qui Dieu. t'a enfin, c'était pas un Enfin, cafard en vrai alors, mais justement. que t'as cru que c'était un cafard, Donc, moi, je pars en courant, en pleurant. Non, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré, de bah, tu t'es peur. déshabillé Je me dans le suis couloir. déshabillée. En plus, je suis assez pudique, quoi. Je veux dire, les gens étaient là. Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, en hurlant en plus? Et lui qui me poursuivait. Ça faisait un peu bizarre. Et là, il vient en rigolant en plus. En me disant, mais c'est pas le cafard, Margot. Jamais je t'aurais jeté le cafard. C'était juste un petit bout de papier J'ai ou je sais pris plus ce que cher ce c'était. jour-là. Bah oui, parce que, en fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. Et c'est important de le souligner. C'est une menace réelle ou perçue. On Ouais. s'en fiche qu'elle soit réelle. Moi, j'ai cru que c'était un cafard. Donc, c'est normal d'avoir peur. Et je sais pas si vous avez vu des vidéos, tu sais, des chats. Tu leur Oui, mets un concombre, là. Et tu oui, sais, ils deviennent... ouais, ils ont hyper peur et tout. ouais, Bah, la menace n'est pas réelle. C'est sûr qu'un concombre, c'est pas très menaçant. ouais. Mais en fait, la menace perçue, c'est que c'est un prédateur ou Un c'est quelque chose, un serpent. serpent, etc. Donc, on s'en fiche que ce soit réel ou pas. C'est une menace qui est perçue. Bah, Et là, les je humains vous assure sont que... naturellement ont peur des animaux longilignes. Mm. Et en fait, c'est parce que on a aussi l'apprentissage de notre génétique, Ouais. en fait, et de façon naturelle, en fait, on a peur des serpents et tout ça parce que c'est venimeux et tout ça. Mm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que naturellement, dès qu'il y a un objet qui est assez long, en fait, on flippe. Exactement. Et donc, c'est important de penser vraiment que c'est perçu ou réel. Bah, moi, je l'ai perçu comme une vraie menace, même si, bon, grosso modo, il allait pas me faire grand-chose, ce cafard. Mais donc là, on passe dans la phobie. Moi, je peux pas dormir si je sais que potentiellement, il y a un cafard. Ouais, ça m'est arrivé aussi dans une voiture en Guadeloupe, mais bref. Donc, pour Par dire à quel exemple, point ça peut être intense. Par exemple, pour un chien, souvent c'est, qui revient souvent, c'est la phobie des Des orages. orages. En fait, souvent ils ont pas peur au début, Ouais. et puis ils vont vivre un orage ou un feu d'artifice ou ce genre de choses. Mm. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est que par apprentissage ou par mauvaise expérience, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer À à anticiper. avoir peur à chaque fois qu'ils voient un Ouais. orage. Donc là, c'est juste de la peur. Mais quand ils commencent à anticiper, je sais pas moi, les changements de, de pression pression. atmosphérique, le vent, dès que les nuages ils commencent à devenir gris au loin et La tout, luminosité qui et baisse. qui commencent à flipper dès ce moment-là et pendant super longtemps, en fait là, on commence à entrer parler dans, de la dans la phobie. phobie. Ouais, Exactement. Et enfin, un troisième point, c'est l'anxiété. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de l'anxiété? Mais disons que ça, c'est une peur qui est un peu plus insidieuse, c'est-à-dire elle est souvent diffuse, c'est plus une inquiétude. Par exemple, un chien qui va avoir peur que son maître s'en aille, en fait, il va commencer à anticiper. Être sur le qui-vive. Ouais, exactement. Par exemple, l'anxiété, pour moi, c'est un peu comme la peur d'avoir peur, tu vois. Et c'est quelque chose, finalement, souvent, t'arrives pas trop à t'en soustraire. Tu vois, tu sais que ton maître va s'en aller, et en fait, tu commences à identifier tous les signes qui vont prédire. qui vont prédire le fait que ton maître il va s'en aller. Et du coup, c'est un état où tu vas être inquiet pendant longtemps. Tu vois, je veux dire, de façon constante, tout le temps. Ouais. Et vraiment, tu as du mal. Souvent, les chiens qui font de l'anxiété un peu de séparation, par exemple, ils ont tellement peur que tu t'en ailles que même quand tu es à la maison et que tu t'en vas pas, ils vont te suivre. Ils vont faire ce qu'on appelle de l'ombrage. Et par exemple, ils dorment profondément. Et toi, tu quittes la pièce, hop, ils se lèvent, ils commencent à te suivre pour pouvoir se recoucher à toi. Et en fait, le problème avec ça, c'est que le chien, il est tout le temps en état d'alerte et il peut jamais se reposer de façon profonde. Et du coup, il ne redescend jamais. Il redescend jamais. Et ça, c'est vraiment pas bon sur le long terme. Et en fait, le taux de cortisol redescend jamais en fait dans le cerveau. Et si tu le traites pas, en fait, ça crée des maladies chroniques. Tu vois, genre, souvent on dit la peur, et c'est pourtant vrai, hein, mais tu le sens un peu dans l'estomac et tout, ça va te créer des ulcères sur le long terme quand tu es anxieux et tout ça. Tout à fait. Et en fait, c'est que c'est assez diffus et persistant, grosso modo. Nous, on le voit pas mal en ville. Parce qu'en fait, c'est aussi souvent une exposition répétée à justement des stimulus qui sont des stimuli, je vais y arriver, qui sont tout le temps représentés
à l'animal. Donc, par exemple, un chien qui a peur de la ville, du milieu urbain, de la rue, qui va sortir tous les jours dans ce milieu-là, peut développer une anxiété dans le sens où, en fait, il va commencer même à généraliser des peurs, des nouvelles peurs qui vont apparaître parce qu'en fait, il est tout le temps... Abdel, vous parlez du niveau de cortisol qui ne baisse pas. Et ça, on le verra un peu plus tard aussi sur comment travailler sur la peur. Mais une des choses que les gens ont du mal à intégrer, c'est que pour pouvoir travailler sur la peur du chien, il faut que cette peur et ce cortisol dans le sang disparaissent. Et là, on va pouvoir travailler. Le problème, c'est que, et c'est pour ça qu'on va parler de médicaments aussi à certains moments, je vous parlerai après d'une petite anecdote d'un chien qu'on suit depuis très longtemps maintenant. Mais l'anxiété, c'est justement le fait de ne jamais être totalement soustrait à une peur qui est finalement récurrente et incessante. Et le manque de prévisibilité, en fait. À chaque fois que ton chien il sort, en fait, il devient anxieux de... Qu'est-ce qui va m'arriver ? De quelque chose de soudain. Je sais pas, moi, il a peur des vieilles avec un caddie. En fait, il est tellement en hypervigilance de se dire, putain, il va peut-être y avoir une vieille avec un caddie ou un camion poubelle qui va passer. Un scooter qui démarre. Quelque chose. Et en fait, il devient en hypervigilance. Il peut pas se soustraire. Donc, il y a un manque de prévisibilité. Il y a le fait que les stimulus, en fait, c'est instable. Dans ton quotidien, tu sais pas si telle balade, il va se passer ci ou cela. Et en fait, tu commences à flipper. C'est un peu comme si je t'emmène à la piscine. Et à chaque fois que tu vas à la piscine, tu es sûr à 1000% que je vais te mettre dans le grand bain. En fait, tu commences à avoir peur même d'aller à la piscine parce que t'as pas besoin d'aller à la piscine, de te noyer pour te dire « Ah, il va m'arriver un truc horrible. » Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Et en fait, on a besoin, pour ces chiens-là, de recréer de la routine, de la prévisibilité pour qu'ils soient sûrs en fait, de ne pas se noyer quand ils vont à la piscine. De se dire on va aller dans le petit bain. Et ce qui se passe en plus, qui peut être aussi insidieux, c'est qu'ils commencent à vous faire moins confiance parce que systématiquement, c'est toi qui l'emmènes dans un endroit qui est horrible. Donc, en fait, tu sors le harnais, il commence à flipper parce qu'il sait que ça va être horrible. Exactement. Et on peut aussi parler peut-être des causes de la peur. Qu'est-ce qui fait qu'un chien a peur ? Parce qu'on dit, oui, le chien arrive en milieu urbain, c'est pas adapté. Quelles pourraient être, en tout cas, ce que nous, on a identifié comme les causes les plus courantes de la peur ? Un manque de socialisation précoce. Clairement, c'est-à-dire que je parlais des border collies tout à l'heure. Quand un chien a grandi 0,2 mois dans une grange au fin fond de la campagne, qui n'a rien entendu à part le chant des oiseaux, c'est sûr que l'atterrissage à Paris est compliqué. Forcément. Oui, quand tu as vécu en chenil, loin, que tu n'as pas été socialisé par ton éleveur, ou que tu as été élevé dans une cave, tu sais, dans des pays. Souvent, tu sais, t'as des chiens, ils viennent de l'Est, ils ont mal été socialisés depuis tout petit et tout ça. Bon, ça, c'est pas... Ça c'est quand même assez régulier. Hein. Quand les gens viennent nous voir avec un chiot de 3 mois ou 4 mois qui a une peur panique dehors, alors il y a aussi la génétique, parce que je lisais quelque chose tout à l'heure sur justement l'inné et l'acquis. Les gens ont souvent une espèce de... comment je pourrais dire, d'avis tranchés. Il y en a qui sont un peu pro-acquis en disant, bah oui, mais enfin, à un moment donné, l'environnement, ça fait tout, c'est à cause de ça, il a vécu ci, il a vécu ça. Évidemment, c'est une des causes, c'est l'exposition à des choses traumatisantes ou stressantes où justement, il ne peut pas se soustraire. Ça, c'est une des causes de la peur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'inné. Et en tout cas, moi, je fais partie de la team inné et acquis, même combat, et mélangé. C'est-à-dire que tu ne peux pas dissocier les deux. C'est impossible. Moi, souvent, ce que je dis, c'est un peu comme le café au lait, quoi. Tu prends du lait, tu prends du café, tu mets dans une tasse, tu mélanges. Va savoir où est le lait, va savoir où est le café. Exactement. Enfin, et le lait influe sur le café, et le café influe sur le lait. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas dissocier les deux. Et souvent, moi je le vois souvent en rendez-vous, les gens se sentent coupables en fait. En disant, ah, j'ai forcément fait quelque chose de mal, ou truc. Et des fois, non en fait. Des fois, on a fait à peu près tout, pas parfait, mais plutôt ça va. Mais en fait, c'est juste que ton chien, génétiquement, c'est pas cool, quoi. Enfin, je veux dire... Et d'ailleurs, on sait qu'il y a certaines races ou lignées plus sensibles. Moi, en tant qu'éleveuse de Shiba, alors je suis pas une grosse éleveuse, évidemment, mais quand même, je le vois sur mes lignées. Certaines lignées qui sont plus sensibles, certaines lignées qui sont plus brutes de décoffrage, évidemment. Et déjà, de base, le Shiba est un chien sensible. Alors, je trouve qu'en 10 ans,
vraiment, ça change tout. Mais quand même, il y a des races qui sont plus ou moins sensibles que d'autres. Les bergers sont quand même assez sensibles, les primitifs assez sensibles. Et le pire, tu sais, c'est que même dans une même portée, comme un peu pour les Complètement. humains, en fait, t'en as qui sont un peu plus intrépides, et en fait, t'en as, ils sont un peu plus flippés. Et en fait, souvent, tu sais, on dit que la génétique propose et l'environnement vient sélectionner ceux qui vont survivre. Parce que des fois, dans certains environnements, avoir peur, c'est un avantage pour la survie. Bien sûr. Et d'autres fois, en fait, le fait d'être plus intrépide, eh ben, c'est aussi un avantage pour la survie. Et en fait, ben, genre, la génétique va proposer, et c'est comme ça, en fait, qu'on en vient à... Et c'est pour ça qu'il y a des animaux qui sont adaptés à leur environnement Exactement. précis. C'est-à-dire Exactement. que si on se retrouve avec des ailes sous l'eau, ça va pas servir à grand-chose. Maintenant, si on se retrouve avec une nageoire dans les arbres, ça va pas servir à grand-chose. Pourtant, la nageoire est indispensable dans l'eau et les ailes sont indispensables dans les arbres. Donc tout ça pour dire que on est aussi adapté à un environnement précis. C'est ça. Là où l'éleveur a beaucoup de travail à faire, c'est justement pour adapter son chien à l'environnement dans lequel il va vivre plus tard. Et c'est aussi là qu'intervient la sélection de l'individu pour la future famille. Mais ça, après, on en reparlera peut-être sur le côté élevage. Ouais. J'aurais beaucoup de choses à dire. Mais c'est sûr qu'il y a des prédispositions génétiques. Il peut y avoir aussi des changements dans l'environnement. Un déménagement qui a traumatisé un chien. La perte peut-être D'un autre chien. d'un autre chien ou même du maître. Oui, c'est ça. Ça peut aussi créer une anxiété, une peur, une phobie. Donc tout ça, il y a beaucoup de Un causes. changement de maître. Enfin, il peut se passer Un beaucoup de choses, abandon. mais oui. Il y a quand même beaucoup de cas, mais les principales que nous, on a identifiées, c'est quand même la socialisation, je trouve, Ouais. là où ça fait le plus de dégâts. Parce que je trouve que, en fait, alors là, c'est pas visuel malheureusement, mais je vais essayer d'être visuel dans mes paroles. Je donne l'exemple d'une portée. Donc, il y a 3 chiots qui naissent, et le chiot blanc part avec une génétique extraordinaire. Donc lui, peur de rien, la génétique fait qu'il est un peu proof à tout ça et un peu rien Ouais. ne le touche. Il est résilient. Il est résilient. Le chiot roux, par exemple, lui, génétiquement, il est beaucoup plus sur la défensive, beaucoup plus sensible, mais il a une capacité d'apprentissage énorme. Et le chiot noir, par exemple, va être plutôt moyen. Donc il est ni génétique incroyable, ni capacité d'apprentissage incroyable, il est plutôt classique. Bah, ces 3 chiots vont vivre peut-être des choses en même temps d'une, je sais pas, j'ai n'importe quoi, une porte qui claque très fort juste devant eux, une agression d'un autre chien, bref, un élément traumatisant. Mais finalement, celui qui va s'en sortir le mieux, c'est celui qui a la capacité d'apprentissage la plus élevée, parce que avec un bon travail, c'est là où il va pouvoir. Alors évidemment, s'il a une génétique compliquée, il va partir de plus loin. Mais cet écart entre la bonne génétique et la mauvaise génétique peut se rattraper. C'est pour ça que j'aimerais bien que ce soit visuel, avec mais bref, l'apprentissage. avec l'apprentissage qui permettra au chien Ouais. de rattraper un peu son défaut de génétique. Ouais. Alors qu'un chien avec une très bonne génétique, qui n'a pas de capacité d'apprentissage, qui vit quelque chose de traumatisant, qui le traumatise, aura beaucoup plus de mal à s'en Oui. remettre. C'est pas blanc ou noir, quoi. Vraiment, Ouais. il y a la capacité d'apprentissage, il y a la résilience, et surtout, ce qu'il faut pas faire, et qu'on voit souvent, c'est d'exposer son chien Oui. de façon à ce que... Pour qu'il apprenne. Oui, c'est ce Je qu'on mets dit des guillemets souvent. là. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, tu vas renforcer la peur. Tu peux renforcer la peur en ajoutant de la peur. C'est-à-dire, si tu as peur de quelque chose et que je te jette dedans, que je te mets dans la situation et que tu n'as aucun moyen de t'en soustraire et que tu n'as aucun moyen et que tu gères pas la dose de peur que le chien il va recevoir, mais en fait, oui, là, tu viens aggraver la peur. Ouais, parce qu'on peut parler d'un mythe quand même très répandu qui dit attention, tu le prends dans les bras, tu le câlines, tu le poupounes, là, tu lui donnes des friandises, oulala, mais tu vas renforcer sa peur. Ouais. Vrai ou faux? Oui, c'est faux. Totalement faux. C'est faux. Tu peux pas renforcer la peur avec quelque chose d'agréable. C'est pas parce que t'as peur, je sais pas moi, t'as peur du vide, je te donne 50 balles, tu vas pas avoir plus peur du vide. Je t'ai donné quelque chose d'agréable, normalement. Par contre, si t'as peur de vide, t'es au-dessus du vide et je te crie dessus, subis, vas-y, tu peux le faire et tout. Tu peux flipper encore plus de cette situation. Ça ajoute du stress à du stress.
En fait, C'est jamais c'est bon. horrible. Ou par exemple, ce que font les gens, c'est le chien a peur d'un endroit dans la rue, une rue ultra passante. Souvent, les chiens ont peur d'un carrefour ou d'une rue très passante. Et je dis aux personnes, et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Et je dis, bah écoute, je l'ai ignoré et j'ai avancé. Et j'y passe tous les jours, Ouais. comme ça il va s'habituer. Ok, non, arrête ça tout de suite. Surtout pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, tu l'emmènes à la piscine et tu le jettes dans le grand bain. C'est ça. Et en fait, voilà. Donc oui, on peut renforcer la peur d'un chien. Largement qu'on peut renforcer la peur d'un Large. chien. Mais avec quelque chose De qui négatif. ajoute de l'inconfort et de la peur. Oui, Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien préciser parce que c'est quand même une pensée très récurrente chez les gens qui ont des chiens peureux. Alors, la manifestation de la peur, on va en parler rapidement. Je pense que... Attends, parce que comme on est freestyle, je veux juste qu'on refasse un tout petit point. Oui. Juste pour résumer ce qu'on a dit. Donc, il y a la génétique, on est Oui. d'accord. Il y a les expériences traumatisantes ou les mauvaises associations. Oui. Il y a un manque de socialisation. Oui. Par exemple, souvent, si la maman elle a eu peur 0,2 mois, en fait, ou si elle a eu peur pendant la période de gestation, Oui. en fait, ça peut influencer, ça va influencer le niveau de peur chez tes chiens. Si t'as la chienne, pendant qu'elle donne le lait, en fait, elle vit des trucs horribles, ou un ou deux trucs horribles, en fait, ça peut se transmettre. En fait, le cortisol peut se transmettre, le changement dans l'environnement. Même in utero pour le coup. Exactement. Et il y a aussi souvent des problèmes de douleur ou de maladies qui ne sont pas diagnostiquées qui peuvent venir. Ça, c'est vrai que nous, quand on a des chiens peureux, on en parle systématiquement aux propriétaires en disant qu'il faut faire un petit check-up chez le veto. Parce que la peur, ça peut être... S'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent, la peur d'avoir mal, exactement. Ce genre de choses. Et puis ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, un chien qui a une boiterie sévère qui est très douloureux. Bah, finalement, les balades vont être douloureuses. Donc oui, il a peur, mais c'est pas forcément peur des voitures. C'est peur de marcher, c'est peur de se faire bousculer, de se faire peut-être jouer avec un autre chien. Bah, ça va être flippant parce que peur d'avoir mal. Donc ça peut être des choses un peu sous-jacentes qu'on n'a pas forcément identifiées. Parce que les manifestations de la peur, elles sont quand même assez variées. Alors il y a les signes physiques et comportementaux, donc le langage corporel. Ça, nous, on en parle beaucoup. Ici, c'est un podcast, c'est pas filmé, mais c'est vrai qu'on fait pas mal de décodeurs canins. Oui. C'est hyper important de savoir lire le chien. Mais est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-unes un peu de langage corporel? Souvent, le chien va halter, oui. Il va tirer, souvent. Il va scanner son environnement, c'est-à-dire que il va regarder derrière de façon frénétique, ce genre de choses. Il va souvent, ça se voit un peu moins souvent, mais ça peut se voir s'il va transpirer des coussinets. Oui. Il va pas souvent renifler, c'est-à-dire qu'il va jamais être posé à renifler son environnement. Souvent, il va pas prendre les friandises, ou alors il va les prendre de façon ultra rapide et repartir scanner son environnement, ce genre de choses. Oui, parce qu'on dit souvent comme un peu comme baromètre au travail de la peur, qui est de, s'il mange pas les friandises, c'est que tu es dans une zone où il est beaucoup trop peureux, où là, la peur est beaucoup trop forte, donc tu ne peux pas travailler. Et parfois, il y a des éducateurs qui travaillent avec un chien qui prend rapidement, qui va snapper un peu les doigts, qui va se dépêcher de manger en disant il mange, c'est ok. Non, c'est pas ok. Non. C'est une façon de manger qui n'est pas du tout en accord avec le fait de ne plus avoir peur. Après, ça peut aussi se produire par privation. Tu sais, les gens qui travaillent avec beaucoup de privation, par exemple, pour que le chien ait envie de prendre des friandises dehors, ils vont, alors je dis la famille avec des guillemets, mais en tout cas, ils vont pas lui donner à manger. Ils vont pas lui donner. Autant pour un travail sur la réactivité, admettons, on en reparlera sur le travail de la réactivité, autant sur le travail de la peur, vraiment, la privation, ça n'a aucun intérêt, puisque on perd ce baromètre, justement, qui est hyper important. Il y a les oreilles baissées, la queue entre les jambes. Léchage de babine, tu sais. Les babines, il va trembler souvent aussi. Ouais. Ou alors il va se figer. En fait, ça peut aussi... il va se mettre dans un coin, enfin, après il va pleurer, il va gémir, ou alors il peut devenir réactif aussi par peur. Exactement. Souvent, il peut aussi... tu sais, quand tu as peur, tu veux éloigner la source de ta peur. Oui. Donc ce que tu veux, c'est créer de la distance entre toi et l'objet de ta peur. Et il y a deux façons de faire. Soit tu t'éloignes, soit tu attaques pour faire éloigner l'autre, en fait, grosso modo. Oui. La menace doit s'éloigner. Soit que toi, tu t'éloignes, soit que la menace s'éloigne par le fait que tu fasses peur. Par exemple, on en reparlera, ça, des F, tu sais, fuir, fight.
Ça faudra en reparler, ça peut être un sujet intéressant. Et la réactivité, elle peut aussi se trouver comme par exemple un chien qui a peur dehors et puis qui est caressé par les gens, il peut snapper les gens. Parce qu'en fait, là, il n'a pas du tout envie d'être caressé. Il est dans un état où il a envie de fuir pour sa vie et quelqu'un vient lui boucher le périmètre, vient l'attraper, le caresser. Oui, ça peut créer largement... Ou alors, ton chien, il a un stimuli qu'on appelle, ça va me revenir, mais soudain. C'est-à-dire que... un changement de... Ouais, d'environnement. exactement. Le chien a un peu peur des gens, mais il arrive à prendre sur lui. Mm. Et d'un coup, tu as quelqu'un dans la rue qui va venir le toucher Qui arrive pour de le caresser. côté. Exactement. Et là, il va le toucher de façon soudain. C'est Ouais. imprévisible. Et du coup, là, ton chien, il peut se retourner, snapper, mais en fait, par peur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et Exactement. est-ce que tu peux nous dire, du coup, donc là, je crois qu'on a fait un peu un tableau un peu freestyle, comme d'habitude, mais Ouais, après, c'est un peu le but de ce podcast. C'est-à-dire que là, c'est pas une formation ou un séminaire. On avait fait un séminaire sur choix prévisibilité. Oh, je vais y oui, arriver. bah, on va en parler. Choix, prévisibilité et contrôle. On avait fait aussi un séminaire sur la résilience. Tu Ben, sais, on va, la carapace, la tortue, le phénix et tout ça. Mais on va sortir une formation sur la peur dans quelques temps. Mais ouais, on a pas mal de choses dans les cartons. ouais, Faut on a juste plein de qu'on trucs dans les les fasse. cartons. Est-ce que tu peux nous dire quand même, grosso modo, comment aider un chien qui a peur au quotidien? Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aggraver, Pour ne pas aggraver. ouais, pour ne pas aggraver la situation? Alors déjà, le premier conseil énorme, je trouve, c'est que le cortisol doit disparaître. Alors c'est facile à dire quand on est un chien en milieu urbain, par exemple. Mais par exemple, de prendre, je sais pas, 2 jours à la campagne, vous prenez 2 jours de RTT, vous partez un week-end en train jusqu'à Fontainebleau quand vous êtes à Paris, c'est gratuit ou quasiment pas d'argent. Faut dormir sur place et tout. Je sais que ça demande peut-être des fois des mises en place de choses, mais en fait c'est le début du travail. Si c'est pas possible, il y a la version médicamenteuse. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas et le but du podcast et je suis pas vétérinaire, donc c'est pas à moi de conseiller de prendre tel ou tel médicament. Mais c'est Mais une le option. but de la médication, c'est de faire redescendre le cortisol. Donc je sais qu'en France, on est un peu frileux là-dessus, mais à un moment donné, il faut que le cortisol redescende. Pour ça, il y a aussi l'aménagement de l'environnement. Donc ça, c'est un point hyper important avant de travailler des sensibilisations, etc. L'aménagement de l'environnement. Nous, on parle souvent en 4 couleurs. Et je dis bien pas 3 couleurs, mais bien 4 La première des couleurs. choses qu'on dit d'abord, c'est quand même effectivement le pacte de non-peur. C'est-à-dire que tu dois passer un pacte avec ton chien que pendant toute la période de réhabilitation, si tu veux pouvoir réhabiliter ton chien, Faut pas qu'il ait peur. Faut pas qu'il ait peur. Faut pas qu'il aille à la piscine pour se noyer. Faut qu'il soit sûr de pas se noyer. Exactement. Et pour ça, nous, on prévoit toujours en 4 couleurs parce qu'il faut que ce soit visuel. Il faut que les gens le visualisent parce que c'est le chien qui a peur, c'est pas l'humain. Donc parfois, lui, il comprend pas ou alors il l'a pas identifié. Le 4 couleurs, c'est important parce que souvent, les gens font 3 couleurs, vert, jaune, rouge. Sauf que moi, je travaille pas mal en jaune. Je dis pas que c'est bien, c'est notre façon. Ouais. Mais pour moi, il y a du orange. Ouais. Il y a largement du orange. Et là où il ne faut pas aller d'ailleurs. Ouais. Mais on est plutôt en vert jaune parce que juste vert, je trouve ça très difficile de travailler comme ça. Il ne va pas progresser. Ou en tout cas, ça va être trop long. Puis les gens, de toute façon, ne savent pas travailler en vert dans tous les cas. Donc voilà, les 4 couleurs, c'est vraiment important. Et ensuite, on gère l'environnement. Si ton chien il a peur toujours dans la rue, que toi, tu aurais identifié en orange ou en rouge, n'y va plus jamais. Jamais, jamais, jamais. Jusqu'à ce qu'elle devienne vert jaune. Et ça, c'est avec un travail, justement, de contre-conditionnement, de désensibilisation. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise beaucoup. Tu dois jamais mettre ton chien en immersion. Ça, donc, c'est ce que j'allais te demander. Alors, est-ce que tu peux nous... Parce qu'on parle beaucoup d'immersion. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce que c'est l'immersion? C'est, par exemple, passer dans une rue qui est qu'on a déterminée comme rouge, en ignorant le chien, en se disant que ça va aller. Surtout s'il y a de la répétition. En fait, il faut jamais mettre ton chien dans la situation dans laquelle il a peur en te disant il va apprendre, ou si je le mets suffisamment longtemps dans cette situation, il va bien finir par comprendre qu'il se passe rien et qu'il a pas peur. Non, parce que la peur, c'est pas rationnel. Et une peur qui pour toi peut te sembler bête, nulle et non avenue, peut, pour quelqu'un d'autre ou un autre chien, peut être insurmontable. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure.
Une Des menace perçue, oui, mais une menace Perçue. réelle ou perçue. Exactement. Donc le chien Ça perçoit dépend lui. c'est subjectif en fait Exactement. à l'individu qui a peur. Exactement. Donc, effectivement, comme tu nous as dit, l'immersion, ça, c'est à éviter, ça, tout le monde peut le Proscrire. faire. Même si t'as aucune compétence, évite de mettre ton chien dans la merde. Exactement. Entre guillemets. Après, il y a l'habituation, qui est la version plus cool de l'immersion. Sauf que les gens ne savent pas forcément le distinguer. Ouais, et puis il Donc, faut des compétences pour Exactement. mettre. Mais si déjà t'as zéro compétence, Oublie. déjà juste évite d'aggraver le problème en mettant ton chien en immersion. Ensuite, on a Après, parlé de contre-conditionnement. oui, effectivement. Donc là, il faut essayer d'associer avec une échelle de valeur Mhm. quelque chose d'effrayant à quelque chose d'agréable. C'est pas la même chose si je te montre un cafard à 1 kilomètre en photo ou dessiné que si tu as le cafard sur l'épaule. Entre les deux sens, tu veux dire? Voilà, par exemple. Tout à fait. Donc là, il y a tout un protocole pour en fait exposer ton chien graduellement, mais une fois qu'il a plus peur, enfin une fois que tu as passé un pack de non-peur et que le niveau de cortisol est redevenu, Mhm. on vient contre-conditionner. Et puis, on dit associer l'élément effrayant. Le but, c'est pas de le mettre en peur et en se disant, comme on va donner des friandises, on va bien associer. Souvent, ça va ensemble. En fait, le contre-conditionnement, ça sert à réassocier quelque chose de positif à quelque chose Qui est perçu comme négatif. Mhm. Et la désensibilisation, c'est le fait de l'exposer de façon graduelle. C'est un peu lié, Ouais. mais c'est les deux Puis le but, concepts c'est de qui sont ensemble. contrôler. Le but, Exactement. c'est de contrôler tout ça. Exactement. Ensuite, ce qui va aider, c'est tout ce qui est prévisibilité. Ouais. Donc, c'est Bah, nous, on a identifié les trois contrôle, piliers. euh, Prévisibilité, choix et contrôle. voilà, c'est ça. Prévisibilité, c'est hyper important. Exactement. C'est le fait de redonner de la routine. Si le chien sait ce qui va arriver, par exemple, votre chien a peur de la rue, ou certains endroits dans la rue, et vous avez identifié des rues qui sont vertes autour de chez vous, si votre chien va que dans des rues vertes le temps qu'il progresse, en fait, avec la répétition, ça vient créer un chien qui sait que il va pas avoir peur quand tu le sors dans la rue. Exactement. Il sait que quand tu vas aller à la piscine, c'est pour le mettre dans le petit bain là où il est à l'aise. Avec des brassards, une bouée et que tu le tiens. Et les frites là, tu sais. Exactement. Donc ça, les routines. Après, dans la piscine, il lui faut une bouée. Ouais. Si jamais, genre, c'est trop, il faut qu'il ait quelque chose à quoi se rattacher. Donc Ouais. nous, c'est le principe du safe spot, Ouais. de pouvoir d'avoir le choix de se soustraire Exactement. à la peur. On a besoin d'avoir une bouée à côté de nous. On Exactement. doit avoir le choix de pouvoir utiliser cette bouée-là. Exactement. Et en fait, souvent dans les problèmes de peur, le chien, et déjà dans sa vie courante malheureusement, le chien est un des animaux qui a le moins de choix sur Exactement. Terre. Il n'a pas le choix de faire pipi, il n'a pas le choix de manger. Souvent, les chiens sont rationnés. Donc, il faut leur redonner un peu de choix, de possibilité de choisir ce qu'il veut. Il y a pas mal de courants en ce moment, tu sais, dans les milieux un peu positifs, dire il a le choix de la balade. Là, aujourd'hui, il a le choix d'aller à droite ou à gauche. Mais ça peut paraître bête. Bien sûr, moi, des fois, je leur donne pas le choix parce que, voilà, il faut y aller. Mais à un moment donné, quand tu as la possibilité, donnons-leur le choix. Oui. Moi, ils ont le choix maintenant de sortir ou de ne pas sortir. Ils ont le choix d'aller à droite ou d'aller à gauche. Après, ils n'ont pas le choix que d'aller dans une direction le matin à certains moments. Mais c'est important de leur redonner des moments où ils ont du choix. C'est ça. Et surtout pour des chiens peureux. Donc, exactement. Ensuite, donc à partir du moment où ils ont la prévisibilité de ce qui va se passer, qu'ils ont le choix de se soustraire ou non, et ben ça leur donne du contrôle. Effectivement. Ensuite, donc nous on parle aussi beaucoup de safe spot. C'est ça, c'est le choix de soustraire, donc, par exemple, une cage ou un panier un sac, un vélo, un vélo cargo. Enfin, on a 1000 techniques. Exactement. Mais le principe de base, c'est un peu ça. Ensuite, au quotidien, on vient aussi muscler le cerveau du chien en lui offrant tout un tas de jouets d'occupation mentale en fait qui viennent offrir ton choix, qui viennent renforcer la créativité du chien et le forcer à trouver des solutions pour obtenir de la nourriture et ce genre de choses. Oui, parce que finalement, pour que la peur cesse, on a parlé d'adaptation tout à l'heure. Donc souvent, les chiens qui sont très peureux comme ça, ils manquent de solutions de repli, de solutions d'adaptation. J'ai peur de quelque chose, il faut que je trouve une solution. Et pour trouver une solution, faut muscler un cerveau à dire, t'inquiète pas, il y en a. Alors, il faut leur montrer des peurs de sortie, évidemment, mais leur dire,
réfléchis. Tu vas trouver la solution en toi. C'est ça aussi le travail avec un chien peureux. Exactement. Et puis après, bon, bah, faut aller voir un professionnel souvent quand la peur est déjà Ouais. installée. Pourquoi? Parce que ça se règle pas tout seul, souvent. Non. La peur, elle peut se transformer en phobie et puis après en anxiété. En fait, c'est 3 niveaux de peur. En fait, ouais. t'as la peur, après ça s'aggrave, ça devient une phobie, et après ça s'aggrave, ça peut devenir de l'anxiété. Donc souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avant que ça s'installe, ça se règle pas tout seul. Mais souvent, il faut aller voir quelqu'un qui est capable de vous aider à mettre un protocole En place. strict, parce qu'il y a plein d'étapes en fait à mettre, et c'est ça qu'il faut faire. Et puis voilà, grosso modo, une fois que... Ouais, alors on n'est pas là pour faire la promotion des éducateurs canins, mais honnêtement, en termes de peur ou d'agressivité, réactivité, c'est pas tant que, oui, aller payer des séances super chères, c'est juste qu'il faut un petit peu de connaissances et que bah, finalement, la personne lambda n'a pas forcément ces connaissances-là. On n'a pas tous fait... Bah, chacun son travail. bah hein, voilà, enfin, moi, je vais, pour ma voiture, je confie... Tu vas voir le bon, mécanicien. alors, je vais voir Abdel parce que lui, du coup, il aime bien. Mais je vais voir un mécanicien. Et il n'y a pas de honte, en fait. Parfois, je trouve qu'il y a un peu le côté « Ah oui, ils veulent faire leur beurre et tout. » Non, c'est à un moment donné, il y a des gens qui ont des connaissances et il faut s'en servir. Et surtout, ne pensez pas que la peur va se régler parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer avec la peur? Et c'est un peu insidieux, c'est qu'elle se généralise. Kouma avait peur, tu sais, d'un échafaudage, tu te rappelles, quand on était dans le 10e à Paris, et je me suis dit, bon, l'échafaudage, il n'est pas là toute la vie, ça va passer finalement. C'est un chien qui est déjà un peu de nature un peu anxieuse, un peu phobique, bref. Je me suis dit, bon, ça va passer. Émotionnellement fragile. Voilà, il est émotionnellement fragile. C'est un gros nounours sensible. Je me suis dit, est-ce que je vais mettre un protocole de désensibilisation en place? Oh, l'échafaudage va bientôt partir. Ah, bah oui, bien sûr, sauf que pendant tout le moment où il y avait l'échafaudage, il a commencé à se dire que bah, on y passait quasiment tous les jours, donc il y a l'intensité, mais il y a surtout la répétition. Oui. Donc après, la nuit, c'était bien plus effrayant que le jour. Évidemment, je l'avais identifié, donc je m'étais dit, bon, au pire, la nuit, je passerai ailleurs. Puis après, ça a été les sacs poubelles qui volent. Et puis après, ça a été le bruit le machin, des gens qui puis montent sur l'échafaudage, ou le bruit de l'échafaudage lui-même. Oui, tu sais, des fois, quand le soir, tu sais, il y a la bâche qui claque un peu. Exactement. Et en fait, le problème de la peur, c'est que c'est entre guillemets ça peut se généraliser. Un peu comme un cancer, ça se généralise, ça se propage. Et c'est pour ça qu'il faut le stopper tout de suite. Parce que bah, on n'a pas envie après qu'ils aient des multiples peurs. Et il y a aussi les médicaments. Et les médicaments souvent, qui peuvent aider sur... si on n'a pas la possibilité de... En fait, quand tu as peur, quand ton cerveau est stressé, ouais. tu n'as pas la place à l'apprentissage. Exactement. Et donc, soit en passant un pack de non-peur, soit avec des médicaments, soit une combinaison des deux, il faut qu'on crée une case dans le cerveau où on peut venir insérer de l'apprentissage pour faire de nouveaux chemins neuronaux pour ton chien, pour qu'il... les nouvelles compétences qu'on lui apprenne soient plus fortes que les anciennes, ou que sa perception des choses menaçantes soit modifiée et devienne quelque chose de moins menaçant ou quelque chose qu'il est capable de gérer par lui-même. Exactement, et c'est aussi pour ça que c'est pas anodin de dire ça, un cerveau qui a peur n'apprend pas. C'est un cerveau qui apprend pas. Donc ça va pas marcher en fait, même si vous dites « Ah mais j'ai déjà vu un éducateur en positif, ah, j'ai déjà travaillé, ça n'a pas marché », probablement que le cerveau n'était pas en mesure d'apprendre. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Et c'est pour ça que parfois, les professionnels peuvent vous aiguiller là-dessus. C'est pas obligé. Hein. Nous, on va dire quoi, 90% des chiens qu'on suit en peur qui ne prennent pas de médicaments. Donc c'est pas du tout une obligation. Mais il faut pas se fermer complètement à ça. Ça dépend. Ça dépend de chaque chien. Ça dépend de sa capacité d'apprentissage, on en a parlé aussi tout à l'heure. Ça dépend de sa résilience, ça dépend de l'implication. Si tu travailles ton chien 2-3 fois par jour et tu le travailles 2-3 fois par mois, complètement. Bon bah voilà, il y a aussi ça qui vient. Et puis le professionnel peut aussi avoir des petites astuces. Nous on avait l'astuce des coins de rue qu'on avait donné, voilà. Bon, en tout cas, on va pas faire un podcast de 3 heures. C'est un podcast genre quotidien. On va pas vous prendre tout votre temps. On espère que ça vous a plu. Ouais. Si vous avez des questions ou que vous voulez qu'on creuse un sujet, ce genre de choses, n'hésitez pas à nous poser des questions. En commentaire YouTube, Insta, voilà, faut pas hésiter. Au contraire, on a envie que ce soit un peu vivant. Donc, n'hésitez pas, même un autre sujet qui peut ne pas avoir de rapport avec la peur d'ailleurs. Ouais. Ou des choses qu'on a peut-être éludées un peu trop vite ici. Donc voilà, à vous de jouer. Et puis comme on dit souvent, partage, like et abonne-toi. Ciao, ciao. À demain. Salut.